9h, 10h30 sur Radio Espace Guidé, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Kamara, Moussa Moïsila, Lamine Guirassi forment les grandes gueules. Les grandes gueules, tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Bienvenue chez les GG, ce mardi matin, 1h30, vous aider à mieux comprendre l'actualité, ça se passe ici et nulle part ailleurs. Vous avez la possibilité évidemment d'intervenir en direct dans cette émission en nous envoyant tout simplement des SMS, oui, à ce numéro de téléphone GGO 8037. Sinon vous partez sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info. Avec plaisir, nous allons essayer de prendre mes messages en direct dans cette émission. On va revenir sur cette actualité, rencontre, cette tête-à-tête tant attendue, annoncée dans un premier temps pour vendredi dernier. Et puis ce mardi à la demande du chef de file de l'opposition, mais qui est parti pour ne pas avoir lieu aujourd'hui, en tout cas tout le dit pour l'instant, en dépit d'une suspension de ces manifestations pour, dit-elle, donner une chance au dialogue. L'opposition tient toujours à la satisfaction de ses préalables. Et bien pendant ce temps, dans une interview dans Jeune Afrique, le président Condé a dit qu'il est hors de question de revenir sur le calendrier électoral. Que faut-il attendre de cette rencontre? Entre autres, des questions posées ce matin chez les GG, Mohamed Tal, porte-parole de l'UFR, et Malik Sankon, membre de la mouvance présidentielle. Nous allons les écouter ce matin chez les GG. Des groupements de femmes de la Guinée forestière accusent deux responsables de l'Union des femmes forestières de faire main basse sur leur argent mobilisé au titre d'une caution à déposer dans une banque en vue d'un don du chef de l'État. En outre, ces groupements accusent toujours ces deux responsables d'avoir collecté beaucoup d'argent à leur nom et d'avoir fait tout disparaître. Eh bien oui. Eh bien qu'est-ce qui fonde ces accusations, entre autres, ces questions posées ce matin? Madame Tewa Kourouma, elle est présidente des femmes ressortissantes de Kissidougou, donc elle va intervenir ce matin chez les GG. D'autres infos viendront s'ajouter à tout ceci pour votre information. Bienvenue Ahmed, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour à vous Moussa Moïsila. Bonjour. Bonjour Tamba. Bonjour Lamine. Bonjour Roby. Bonjour. Bonjour à vous Djibril. Bonjour Lamine. Ahmed, bonjour. Voilà, il a un problème avec le micro. Voilà, Tamba, on va revenir sur ce rapport de l'OMS. Voilà, un rapport finalement de l'ONU qui épingle l'OMS dans la riposte à Ebola. C'est une équipe de 7 experts notamment qui a été mise sur pied pour évaluer, dit-elle, tous les aspects de la lutte contre Ebola, en tout cas les aspects de la lutte contre Ebola menés par l'OMS. C'est donc finalement le 9 mars dernier que cette équipe a été instituée. Et la présidente, l'ancienne présidente de Oxfam, Barbara Stocking, a dirigé toute l'équipe et tous les travaux. Rapidement, hier, ce rapport a donc été publié, mais il y a deux grands volets qu'il faille relever. Le premier volet du rapport, c'est bien le retard dans l'allumage de la machine OMS. Là, je reprends les termes du rapport lui-même. On a constaté que l'épidémie en Guinée, par exemple, l'épidémie a commencé son petit bonhomme de chemin depuis décembre, avec une officialisation depuis mars. Mais figurez-vous que l'OMS a déclaré l'état d'urgence sanitaire mondial que le 8 août 2014. Vous comprenez que depuis mars à août, plusieurs moments se sont passés. L'OMS n'avait pas pris la chose, d'après le rapport, l'OMS n'avait pas pris la mesure du danger que des populations couraient à cause de Ebola. Alors, l'OMS déclare donc l'état d'urgence sanitaire mondial dans le cadre de la lutte contre Ebola le 8 mars. Mais figurez-vous que après cela, il fallait quand même une mobilisation parce que c'était quand même l'appel de l'OMS. Mais à la suite de tout cela, on a vu que les nations qui constituent l'ONU ne se sont finalement décidées à créer l'UNMIR. Vous connaissez l'UNMIR, c'est cette institution spécialisée de l'ONU en charge de la lutte contre Ebola. On sait que son représentant, son responsable a même trouvé la mort ici en Guinée. Je sais que tu t'en rappelles, Lamine Guirassi. Finalement, je suis comme les auditeurs, je ne sais pas. C'est donc finalement en septembre. Dans un hôtel ici.
Oui, bien entendu. C'est donc finalement en septembre que l'UNMIR va être opérationnel sur le terrain de la lutte contre Ebola. Ouais. Ce sont ces deux éléments que pointe du doigt cette équipe d'experts, indépendants. Oui. Alors l'OMS va naturellement réagir. Une réaction qui n'est pas définitive, parce que ce qui a été dit, c'est que vous savez qu'il y a une rencontre, il y a une assemblée générale de l'OMS dans les jours qui suivent. On attend de pouvoir mieux examiner le rapport et d'avoir un avis et de mettre un avis par rapport à cela. La fin du rapport conclut avec une recommandation. Ouais. Une recommandation, ce serait d'avoir une force d'intervention sanitaire mondiale qui soit suffisamment prête lorsqu'il y aurait à l'avenir d'éventuels cas d'épidémie. C'est quand même une chose, parce que au-delà de ces experts-là, la remarque a été faite par plusieurs observateurs, autant africains qu'internationaux, que l'OMS avait été une vieille dormante qui avait beaucoup trop sommeillé et qui a laissé Ebola continuer son chemin. L'organisation n'est pas à jour, en fait, si je comprends très bien ce que vous dites ce matin. Non, il ne s'agit pas de l'OMS en tant qu'organisation à jour. Ouais. Le retard dont on parle, c'est pourquoi avoir tant attendu avant de se lever contre l'épidémie, alors qu'il y avait déjà beaucoup de personnes qui en mouraient. Allez-y. J'espère qu'avec ce rapport, l'OMS va sortir de sa léthargie. Mais ce qui est important, ce rapport va certainement me donner l'occasion de revenir sur ce qu'évoquait hier Aboubacar Diallo à propos de la décision de l'Arabie Saoudite d'exclure pour le moment les 3 pays qui sont touchés par l'épidémie Ebola. Je respecte cette décision qui est une décision d'un pays souverain. Là, on ne peut pas le lier. Et hier, Aboubacar l'a reconnu directement. Mais ce que je reprouve dans cette décision, c'est le fait de maintenir une telle décision vis-à-vis des pays qui ont quand même fait des efforts. Cela peut s'apparenter à de la stigmatisation. Je pense finalement, Roby, c'est mon avis. C'est un pays religieux, la décision. On pourra en discuter. Moi, je ne vois pas tu vas te déstabiliser quand même. Non, mais pas du tout. J'ai un flegme, moi. Donc quand j'interviens, je conserve mon flegme. Je dis ceci. Il y a une chose. C'est un pays souverain. On peut comprendre un pays qui prend des décisions au nom d'un impératif de santé. Ça, on peut le comprendre. Mais qu'un pays poursuit et bien évidemment ou prennent des décisions à propos de 3 pays qui sont touchés par Ebola et des pays qui font des efforts dans le cadre de l'éradication, je trouve ça disproportionné. Et à la limite, c'est une stigmatisation. Merci beaucoup, Djibril. Allez-y. Non, mais en fait, Mohamed Djibril, comme d'habitude, il part en bibérine. Alors, ce que j'ai envie de dire, l'OMS n'est pas dans une léthargie. S'il a suivi les explications de Tamba, c'est que l'OMS, il y a eu du retard à l'allumage dans les actions de l'OMS, en tout cas en ce qui concerne la déclaration d'état d'urgence sanitaire mondiale. Et cela ne veut pas dire qu'à date, qu'aujourd'hui l'OMS est en train de sommeiller, que l'OMS est dans une léthargie. Non, il faut faire très attention. Il s'agit d'un rapport, ne déformons pas les termes du rapport. Le premier constat qui a été posé par ce rapport qui est disséminé dans la presse, c'est que l'OMS a pris du retard à déclarer une urgence sanitaire mondiale. Je pense que le constat est fait. Maintenant, je pense qu'on n'est pas en train de parler d'une décision qui n'est pas encore officielle, celle qui aurait été prise par l'Arabie Saoudite au sujet du pèlerinage 2015. On va pas épiloguer là-dessus, mais quand même, il faut dire que l'OMS a joué une grande partition dans la lutte contre l'épidémie Ebola. Même si ces défenses sont relevées aujourd'hui, je voulais dire à Djibril que l'OMS n'est pas dans une léthargie. Peut-être pour terminer, je reviens sur cette information qui aussi circule dans la presse, notamment du côté du Sénégal. C'est que on ne peut pas du tout concevoir. On nous apprend que du 21 au 22 mai prochain, Dakar va accueillir le premier colloque international sur l'épidémie Ebola. Moi, je trouve ça ahurissant, je trouve ça aberrant. Non, mais je trouve ça ahurissant. Dakar qui n'a eu qu'un seul cas autour duquel il y a eu tout un tintamarre. Et ce jeune étudiant qui est venu de la Guinée. Et après, Dakar qui n'a pas coopéré. Qui n'a pas du tout qui ne s'est pas plié. Non, attendez, laissez-moi. Dakar qui ne s'est pas plié aux recommandations de la CEDEAO et de l'Union africaine
en ce qui concerne les dispositions, l'attitude que tous les pays devaient tenir vis-à-vis des pays touchés par Ebola. Vous n'allez pas me dire que le Sénégal s'est plié à ces recommandations. L'Union africaine et la CEDEAO. Non, attendez. Bien sûr, je suis d'accord. Mais à mon avis, le Sénégal n'a rien fait d'extraordinaire dans le cadre de la lutte contre Ebola pour pouvoir accueillir un tel sommet, un tel colloque. Qu'est-ce que font nos gouvernements, les gouvernements guinéens, libériens et sierra-léonais pour ne pas recevoir un tel colloque? Ça, c'est nous qui avons été touchés par cette épidémie. Ça, c'est la bonne question. N'en voulez pas au Sénégal qui, à un moment donné, a pris la responsabilité sur lui d'organiser ce colloque. Attendez, Ahmed, si vous dormez, les autres ne dorment pas. Mais pour revenir à l'OMS, je veux dire que c'est en partie grâce à l'OMS que nous en sommes à ce bilan aujourd'hui. Il faut le féliciter. D'ailleurs, ce n'est pas maintenant. Depuis le début, l'OMS a reconnu les faiblesses. Elle a reconnu qu'elle avait pris du retard avant d'annoncer, avant de déclarer l'épidémie Ebola. Ça, c'était un fait. Mais pour revenir un peu au Hadj, en parlant de souveraineté, je suis d'accord. En parlant de stigmatisation, je ne suis nullement d'accord. Imaginez qu'à la Mecque, des milliers de personnes y sont accueillis. Regardez les images, combien de fois les personnes sont les uns contre les autres. Imaginez un seul cas d'Ebola à ce niveau-là. Je pense qu'il faut faire très attention. L'Arabie Saoudite prend... Non mais attendez. Non mais quelle mesure? Des dispositifs sanitaires. Mais c'est pas possible. Dans ce cas du pèlerinage à la Mecque, il est très difficile de prendre des... On a vu rien que les bousculades à la Mecque. Combien de morts ça fait? Rien que les bousculades. Je pense qu'il faut être conséquent. On ira au pèlerinage les années prochaines. Pour le moment, soyons sérieux. Luttons contre Ebola, finissons-en avec. Le Libéria a déclaré, l'OMS a déclaré Ebola terminé. On parle du colloque au Sénégal, on ne réfléchit pas sur ces cas-là. Et on parle de stigmatisation du côté de l'Arabie Saoudite. Je pense que le problème, il est là. Le problème, il est sur le terrain. Le problème, il est guinéen. Il faut se bouger pour qu'Ebola finisse. Ce que je ne voulais pas aux autres. Bon, rapidement, je ne vais pas m'étendre sur le cas de l'OMS, mais dire simplement que les institutions internationales ne fonctionnent pas comme les structures privées que nous avons ici. Surtout quand c'est un tel sommet, il y a que des mécanismes pour être mis en branle, demandent beaucoup d'abord d'enquête et également de données avant d'agir sur le terrain. On peut comprendre cela du côté de l'OMS. Toujours ça dépend, Ahmed Kamara. Ouais. Alors, deuxième chose dont j'aimerais parler, c'est le cas du Hadj. La décision de l'Arabie Saoudite, si elle est confirmée, parce que pour l'instant, le royaume n'a pas officiellement annoncé que les pèlerins musulmans guinéens n'iraient pas à la Mecque. Si cela est fait, je pense que ce n'est même pas contraire aux principes religieux, parce qu'on parle du pèlerinage. C'est donc religieux, la foi musulmane préconise cela dans des situations bien données. Et donc, si cela est fait, je pense qu'on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Luttons pour que Ebola puisse disparaître. Ensuite, sur le cas du colloque, quand même, il faut comprendre, nous sommes un pays qui n'a même pas la possibilité, qui n'a même pas la capacité d'absorption des différents fonds souvent que les institutions internationales mettent à sa disposition. En clair, tu n'es pas fier d'être guinéen. Non, il faut réclamer ce que je veux dire, c'est que si nous n'avons pas les capacités qu'il faut pour créer un tel colloque, pour inviter le monde à venir en Guinée, pour faire comprendre à l'humanité qu'on peut organiser un tel colloque chez nous et débattre des questions liées à Ebola, trouver les solutions d'approche qu'il faut, ce n'est pas la faute aux Sénégalais qui ont peut-être mis les moyens qu'il faut. Non, écoutez, c'est un choix. Il y a un moment donné. Non, écoutez, je vais vous dire une chose. C'est pas possible. Je vais vous dire une chose. Laissez-moi vous dire une chose, s'il vous plaît. Allez, laissez-moi vous dire. Non, mais j'ai pas fini. Non, t'as pas fini là, justement, parce que t'es en train de raconter des analyses. Écoutez, voilà. Je dis une chose qui ne vous plaît pas. Vous n'allez pas m'arracher la parole. Alors, pas du tout. Voilà. Parce qu'il a raison. Non, vous n'allez pas m'arracher la parole parce que ce que je dis ne vous plaît pas. Du tout. Laissez-moi aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. Voilà. Vous dites que même si c'est pas Dakar, même si c'est un choix, le choix ne tombe pas comme ça. Vous pensez qu'on joue à une sorte de tombola pour cela? Mais de quoi tu parles, Moussa Moïse? Je parle du colloque, monsieur Lamine Guérassi. Si vous m'écoutiez, vous comprendriez. Mais si, c'est ce que je fais depuis. Et je le casque en plus. Mais c'est ce que je fais justement. Et bien même le choix. Parce que c'est un tombola ou quoi? Non, le choix, je vous le dis, parce que vous pensez que c'est une sorte de tombola. Non, alors là, pas du tout. Le choix. Quand vous dites que le Sénégal est différent de la Guinée ou je ne sais quoi encore, là, vous partez vraiment dans la brousse là. Je vous assure. Lorsqu'on veut organiser un tel colloque, on n'a jamais montré une once de sérieux, c'est pour ça qu'on ne nous a pas choisi. Cela se base sur des critères.
si le Sénégal a ses critères, nous ne pouvons pas nous en prendre au Sénégalais, je suis désolé. Alors là, pas du tout. Allez-y, mon cher Ahmed. Alors, je pense que Moussa a bien répondu à Djibril. De toutes les façons, la question du Hajj, au-delà d'une question de diplomatie, c'est une question de religion. Donc, les principes religieux ont forcément leur place. Donc, clairement, l'Arabie Saoudite quand vous vous appuyez sur les principes religieux. Je suis pas parce que c'est le sujet qui m'amène sur ce terrain. S'il vous plaît, parce que c'est le sujet qui m'amène sur ce terrain. On parle de Hajj et Moussa l'a bien dit. Quand on parle de religion, bien évidemment, la religion dit quand il y a une épidémie quelque part, quand vous savez qu'il y a une maladie chez vous, vous-même personnellement, vous ne devez pas vous rendre là-bas. Donc, je pense que l'Arabie Saoudite, si l'Arabie Saoudite décide de la sorte, l'Arabie Saoudite est dans ses pleins droits. Deuxième aspect, quand on parle de ce colloque, bon sang de Dieu, je pense que les pays touchés, ce sont ces pays-là, bien évidemment, qui doivent accueillir ce colloque. Si colloque il doit y avoir, s'il vous plaît. Je le dis en connaissance de cause parce que j'ai participé à l'organisation d'une formation dans ce sens sur Ebola. Et quand on devait faire le choix, bien évidemment, on a choisi les pays qui ont été frappés par Ebola. On n'a pas choisi les pays au hasard. Pas du tout. Pour un premier temps, le Cameroun avait été choisi, mais automatiquement, le Cameroun a été enlevé sur la liste parce que ce n'était pas un pays frappé par Ebola. Je pense que quand on fait un choix, il faut choisir là où vous allez concrètement. Quand on fait un colloque dans un pays touché par Ebola, on a plus de chances d'avoir de meilleurs résultats que si on partait dans un pays où il n'y a pas eu de truc. Voilà. Le côté symbolique, je suis d'accord, mais en termes de résultats, je ne suis pas d'accord. Sincèrement, je rejoins. Allez-y poser la question. Allez-y poser la question aux Sénégalais. Oui, poser la question aux Guinéens. Comment est-ce qu'ils ont vécu la question d'Ebola? Vous étiez là, mon frère. On a lavé nos mains avec eau de javel jusqu'on a eu mal à la tête. Merci. Les Sénégalais ont fait pareil. Voilà, allez-y. Moussa me parle de capacité d'absorption. C'est peut-être ce français que je ne comprends pas. Justement. Parce qu'on a vu quand même le sommet. Laissez-moi y aller. On a vu la Guinée qui a accueilli tout récemment d'ailleurs le sommet de l'OCI. Je pense que c'est une organisation que la Guinée aurait bien pu abriter. Mais je vais vous dire deux choses. Premièrement, si c'est le Sénégal qui organise ce sommet, je trouve que c'est non seulement opportuniste, mais c'est aussi démagogique. On a vu où est-ce qu'on a été avec toute cette situation. On n'a jamais vu le Sénégal. Mais je vais vous dire une chose. Voilà. Si c'est le Sénégal qui l'organise, si c'est le Sénégal qui l'organise, on aurait souhaité que ce soit un pays qui nous ait prêté main forte pendant la lutte contre Ebola. Si c'est le Sénégal qui l'organise, je le redis encore, je trouve que c'est opportuniste. Si c'est une autre organisation qui choisit comme ça le Sénégal, en laissant le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée de côté, je trouve que c'est insultant et c'est un message qu'on envoie à nos responsables. Ils devraient pouvoir les amener à nous prendre au sérieux. L'OCI est une organisation, la Guinée est membre de l'OCI. Le colloque, c'est pas une organisation. Mais il faut chercher à savoir qui l'organise. Il faut chercher à savoir qui organise un colloque. Un colloque n'est pas une institution. Allez, on va s'écouter les gars, c'est très important. L'auditoire ne comprend rien du tout. Vous ne passez pas à l'antenne, mon cher Tamba. Je vais distribuer la parole. Allez-y, mon cher Djibril. Je pense que à l'époque, lorsqu'on parlait du Sénégal, j'ai été l'un des plus virulents vis-à-vis des Sénégalais, vis-à-vis du gouvernement sénégalais, en ce qui concerne cette décision. Non, c'est important de le rappeler. Mais non, s'il vous plaît. Même si j'ai respecté à l'époque la décision d'un pays souverain. Mais je trouve que ce n'est pas un crime de lèse-majesté que le Sénégal abrite un colloque concernant Ebola. Pourquoi? La raison est simple. Il y a certainement des améliorations dans la démarche sénégalaise. Vous savez, le Sénégal... Non. On va s'écouter. Allez-y. Je dis que pour moi, ce n'est pas un crime de lèse-majesté. Quand Aboubakar dit que le Sénégal ne s'est pas soumis aux recommandations de l'OMS. Et hier, c'est le même Aboubakar qui nous disait que les pays ne sont pas tenus de respecter ou de se soumettre aux recommandations de l'OMS. Non, la contradiction, elle est là. Je pense que l'OMS est une organisation qui fait des recommandations, des plaidoyers en matière de santé mondiale. Mais les États ne sont pas obligés, encore une fois, de se soumettre au pied de la lettre aux recommandations de l'OMS. Deuxième chose, quand Ahmed dit que d'un point de vue symbolique, ce sont les pays touchés ou l'un des pays touchés qui aurait dû abriter ce colloque. Là, je suis d'accord, mais en termes de résultats, ça ne change absolument rien du tout. Merci beaucoup, Djibril. Allez-y. Vous ne passez pas à l'antenne, allez-y. Les valeurs qui ont été chantées dans la lutte contre Ebola, les valeurs qui ont été le plus prisées, le plus souhaitées, c'était que l'on lutte, par exemple, contre la discrimination. C'était qu'on lutte contre l'isolement. Mais c'est ce que le Sénégal nous a fait. Symboliquement, non mais arrêtez, laissez-moi donner mon avis. Je vais vous dire une chose. D'abord, il faut préciser
qui l'organise. C'est ce qu'il faut savoir préciser avant de dire le Sénégal l'organise ou pas. Ensuite, il faut chercher à savoir pourquoi est-ce que c'est organisé là. C'est là la question. Mais que la Guinée ne puisse pas organiser, il y a quand même le Libéria ou la Sierra Leone. Je vous le redis encore, je pense que c'est opportuniste si c'est le Sénégal qui l'organise. Parce qu'il y a cette image-là qu'elle veut se redorer. Mais on sait encore qu'on a de la mémoire. Ce qui s'est fait, nous n'allons pas l'oublier comme ça. C'est chaud. Allez, on va continuer le débat, mesdames et messieurs. Bienvenue chez les GG. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Continuez à réagir, GG au 8037 avec plaisir. Nous allons essayer de prendre vos messages ici en direct. On va s'intéresser à cette affaire. Oui, des groupements des femmes de la Guinée forestière accusent 2 responsables de l'Union des femmes forestières de faire main basse sur leur argent mobilisé au titre d'une caution à déposer dans une banque en vue d'un don du chef de l'État. En outre, ce groupement accuse toujours ces 2 responsables d'avoir collecté beaucoup d'argent à leur nom et d'avoir fait tout disparaître. Eh bien, qu'en est-il exactement? On en parle ce matin avec Madame Tewa Kourouma, présidente donc des femmes ressortissantes de Kissidougou, qui va intervenir dans un instant. Mohamed Tal aussi se prépare dans la deuxième partie de l'émission. Nous allons essayer de l'appeler. Et puis on s'intéresse aussi à ces victimes victimes de Cambarouno. C'est 28 septembre exactement. C'est bien cela. Voilà. On va revenir là-dessus un peu plus tard dans l'émission. Mais d'abord, on s'intéresse à ces femmes à Bakadialo. Ah oui, il s'agit de groupements de femmes de la Guinée forestière qui donc accusent 2 responsables de l'Union des femmes forestières d'avoir fait même basse donc sur leur argent. Et on va entendre dans un instant l'une des responsables, l'une des personnes concernées. Il s'agit de Madame Tewa Kourouma, qui est présidente d'un groupement de femmes ressortissantes de Kissidougou. Alors, de quoi il s'agit? Ces femmes qui nous ont contactés, qui sont venues jusqu'à la radio, nous ont fait comprendre qu'elles ont été approchées donc au sein de l'Union des femmes forestières par une certaine Regina Kolia, qui est la présidente de cette union, et Madame Makanera, donc qui est vice-présidente de cette union, pour dire que le chef de l'État doit leur donner de l'argent, et pour cela il faut constituer une caution qu'il faut verser à la banque. Alors des groupements, donc chaque groupement a collecté de l'argent. De l'argent a été remis à Dame Makanera, qui aurait versé cet argent-là sur son compte personnel en banque. Alors, selon les premières explications que nous avons eues, et par la suite, le président de la République aurait donné donc de l'argent à ces femmes, et donc, mais de l'argent reçu, qui aurait été reçu par les 2 premiers responsables. Ensuite, ces femmes nous rapportent que le Premier ministre a donné 50 millions, le ministre d'État des télécommunications, Guilavogui, aussi aurait donné 50 millions. De département en département, beaucoup d'argent aurait été collecté au nom de cette union des femmes forestières, mais de l'argent que ces groupements de l'argent dont ces groupements ne voient aucune trace aujourd'hui. Voilà donc ces accusations qui reviennent contre ces 2 premiers responsables de l'Union des femmes forestières. Voilà, Roby, un mot là-dessus. Allez, on y va, Moussa Moïse, un mot là-dessus, parce que ça passe pas. Ce que je veux dire, c'est quand même que voilà, cette histoire, les rumeurs couraient depuis un certain temps, mais en même temps, hier, pas plus tard qu'hier, nous parlions du cas de Cancan. Lorsqu'on se permet quand même au sommet de l'État de distribuer de l'argent, c'est la démagogie, comme si c'était bien fait pour des guichets automatiques de banque. Je pense que c'est assez grave. Qu'est-ce que ces femmes avaient comme projet? Qu'est-ce qu'elles avaient comme mérite par rapport à d'autres femmes aussi qui sommeillent, qui se battent? Justement. Je pense aux teinturiers de Kindia qui se réveillent le matin. 4h du matin. Elles ont eu un seul mérite. Elles ont eu un seul mérite. Elles ont eu une seule chance, c'est quand même d'appartenir à un groupement très proche du pouvoir, ou bien d'avoir au sein même du groupement
des femmes de ministres. Je pense qu'on ne peut pas se baser sur des critères aussi simples pour donner de l'argent au groupement. En plus, si ce qu'Abaka dit s'avère, je pense qu'il y a quand même lieu de dire que au niveau... Et quelles sont les preuves justement? Parce que c'est bien beau d'accuser une personne à dire on nous a donné de l'argent et la personne allait mettre l'argent sur il y a des plaignantes et il y a des plaignantes et lorsque nous prenions langue avec l'une des plaignantes, Abaka Diallo a reçu un coup de fil d'une autre dame. J'ai appris qu'il y a des femmes qui sont passées à la radio le week-end. Mais bien sûr, j'ai quand même un accusé de réception signé de Madame Makanera qui avoue avoir reçu, je crois, 25 millions de la part des femmes de l'ensemble des groupements. Il y a un certain nombre de groupements de Kisidou qui lui ont remis 15 millions et un certain nombre de groupements de Gekedou qui lui ont remis 10 millions. Il y a ce document que j'ai oublié au bureau. Donc, c'est quand même signé d'elle. Et c'est la photocopie. Et donc ça prouve qu'il y a eu cette caution qui a été constituée en banque. Et Moussa le rappelait tantôt, j'ai eu cette dame, la présidente de l'Union des femmes forestières, Madame Regina, qui tentait de désamorcer cette bombe ce matin, qui nous a contacté, qui nous a dit il faut faire en sorte que ça ne passe pas parce que c'est entre femmes. C'est entre femmes. Écoutez, moi j'ai envie d'une chose, c'est qu'on organise un petit groupement pour recevoir le professeur Alpha Condé. Parce qu'il y a de l'argent à distribuer. Sincèrement, au sommet de l'État, il suffit, on peut porter pour quelques heures le t-shirt jaune, ça ne fera rien. On recevra peut-être 300 millions. Ça pourra faire les affaires pendant quelques jours. Parce que c'est assez démagogique dans notre pays. Et surtout en cette période de campagne électorale, il y aura beaucoup d'argent dilapidé. Il faut faire très attention. Et le petit peuple encore va écoutez, si les faits sont avérés, c'est tout simplement de l'arnaque et de l'escroquerie. Et ça me rappelle un peu le cas de la Badam, qui n'a d'ailleurs jamais été résolu. Les victimes sont encore en train de se plaindre. C'est grave que des femmes de ministres soient impliquées dans des histoires de 15 millions, 20 millions, 3 millions, des miettes comme ça. Mais en fait, c'est leur boulot, je vous dis. Ils font le tour. Pour moi, si tu veux. Mais c'est l'argent. Ça c'est quand même parler d'une femme de ministre. C'est beaucoup d'argent pour ces femmes. C'est de l'arnaque. Faut faire attention. C'est d'aller retrouver des groupements de femmes à l'intérieur du pays qui passent toute l'année en train de se coltiner tout le bagage derrière pour récolter. Vous savez combien de temps il faut pour regrouper ces 15 millions, ces pauvres dames? C'est beaucoup de temps. Alors allez comme ça parce que vous êtes femme de ministre, parce que vous êtes ceci, vous avez votre mari à un poste de responsabilité, vous allez mentir aux femmes à l'intérieur du pays pour leur soustraire de l'argent et venir les verser sur votre compte en banque. Je veux dire que c'est honteux. C'est tellement honteux. Je passe ou je passe pas? Vous passez à l'antenne, monsieur. Mais il y a quelqu'un qui que la personne attende parce que ça fait très mal. Ça fait très très mal. Vous savez, allez-y au gouvernorat, vous y trouverez des chèques de 3 millions, etc. au nom de la dame s'il apparaît. Je dis que c'est honteux parce que, on passe dans les ministères. Je vous dis comment ça se passe. Je vous dis comment ça se passe. On passe dans les ministères, on passe au gouvernorat, on passe prendre de l'argent, on va aller faire de la prière, des sacrifices pour le président de la République dans telle mosquée. C'est seulement en Guinée qu'on voit ça. Merci. Il faut un peu de morale dans l'administration. Il faut arrêter de distribuer de l'argent de gauche à droite. Et d'ailleurs, les ministres ne font que prendre l'exemple de leur patron parce que c'est lui-même qui est champion dans ça. Bien. Madame Tewa Kourouma en direct chez les GG. Les grandes gueules. Bonjour madame. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Alors vous êtes présidente des femmes ressortissantes de Kissidougou. Vous avez des griefs contre deux responsables de l'Union des femmes forestières. Expliquez-nous sur quoi fondent vos accusations. Ils ont organisé une mamaya, et pas parce que elles organisent pour recevoir le président Sakone, non. C'est une escroquerie et nous ont pris l'argent des deux femmes-là le 14 l'an 2014. Mais pour une semaine, calculez maintenant, nous sommes le combien aujourd'hui? Ça fait combien de mois? Alors, on veut... Déjà, la ligne elle est très mauvaise. Si tu peux le rappeler pour qu'elle puisse donner un autre numéro de téléphone parce que ça s'entrecoupe un petit peu. Hein, voilà, il n'y a pas de problème. Allez-y Ahmed. Voilà, le temps que notre technicien le rappelle la dame. Allez-y. Écoutez, je pense que c'est déplorable et je pense que parler de ce genre de sujet à tout moment, le pays a besoin de parler d'autre chose. Et ce qui reste clair, c'est que la loi guinéenne, elle est très claire. Quand vous donnez de l'argent à quelqu'un, quand ça dépasse la somme de 6 000 francs, je crois, il doit y avoir combien
7500, il doit y avoir un document. Je pense que si les documents existent, oui, bien évidemment, il faut que ce soit écrit. Il faut qu'il y ait un document. S'il n'y a pas de document, qu'est-ce que vous allez présenter à la justice? Je pense que là, en ce moment, le dossier, il est vraiment clair. Si ces dames ont remis de l'argent... C'est ce qui a manqué à l'affaire Koundouaka, Al et Moïse Premier. Parce qu'il n'y a eu aucun document à la base. Voilà, je pense que s'il n'y a pas de document, ça va devenir un peu difficile. On peut accuser quand même ces dames, mais il n'y a pas de preuves. S'il n'y a pas de preuves, moi, je ne peux pas les accuser. Allez-y. Allez, secoue un petit peu, voilà. Ça se joue un peu sur c'est vrai que ça ne devrait pas se passer comme ça, mais ça se joue un peu sur la crédibilité. Il y a des femmes à l'intérieur du pays, vous imaginez qu'une femme de ministre aille leur dire donnez-nous de l'argent, on va faire ceci, on va faire cela. Parfois, elles vont sur la base de la confiance, mais il faut quand même avoir un peu de morale quand vous êtes à ce niveau-là. Je suis d'accord. Il ne faut pas arnaquer les pauvres femmes, il ne faut pas aller leur soustraire de l'argent, venir les mettre sur votre compte en banque parce que vous êtes en position de force. Je pense que c'est très mauvais, même si aujourd'hui c'est difficile à prouver. Mais le fait simplement que les médias s'en prennent écho de cette situation-là et que les femmes commencent à se plaindre sur les antennes, ça fait une très mauvaise image de notre République, ça fait une très mauvaise image des institutions, parce que quand même, ce ne sont pas des femmes du marché Tanéné qui sont allées les voir à l'intérieur du pays, ce sont des femmes de personnes qui ont de hautes responsabilités dans notre pays. Et ça, c'est très grave. Et c'est tellement grave que quand ces femmes-là reviennent à Conakry et font les bureaux en bureau, les portes à bureau, des porte à porte, pour aller encore dire on a un groupement de femmes, on veut 50 millions et que le Premier ministre sorte 50 millions pour leur donner parce qu'il veut faire plaisir à les femmes qui sont venues. Nous sommes dans une logique politique, c'est vrai, on a envie de faire plaisir à tout le monde pour qu'on vote après, mais après l'image que nous donnons de notre institution, c'est ça qu'il faut voir. C'est très honteux, c'est très honteux. Merci. Les grandes gueules. Il faut se poser la question, à mon avis, de savoir, mais est-ce qu'on aurait pu éviter une telle situation? Parce que, à mon avis, ça commence dans un désordre total. On peut bien se poser la question de savoir comment est-ce qu'on note dans un document budgétaire une dépense qui est sortie dans le cadre d'une mamaya. Ça, c'est vrai. Ça, c'est... Il faut comprendre il faut comprendre que dès que de l'argent sort, dès que de l'argent sort de cette façon-là, c'est déjà mal sorti et il ne faut pas être surpris de ce que ça va être très mal géré. Aujourd'hui, il faut justement, aujourd'hui, il faut quand même on part à la banque centrale, on prend l'argent. Il est vrai que nous sommes très attachés. Ça c'est un peu de la fiction là. Voilà. C'est pas de la fiction, mais oui. Mais voilà. Dans tout pays sérieux, vous parlez de qui là, madame? Vous parlez de quelle dame? Quelle dame était à la tête? Pardon? De Madame Makanera. Madame Makanera, la femme du ministre de la communication? La femme du ministre en tant que chef de quartier de Carpelena. Ouais. Rotina. Ouais. Mais parlez-nous de l'argent qu'elles auraient collecté en votre nom chez le Premier ministre, mais aussi dans certains départements. Chez le Premier ministre, 50 millions. Le Premier ministre a donné un chèque de 50 millions. Il a donné 50 millions. Qu'est-ce que vous réclamez maintenant, madame? Vous réclamez votre part du butin? Non, on réclame notre part parce que nous sommes pas sortis sous la pluie et nous ont manipulé, mais notre propre terre qu'on les a donné les 25 millions. C'est ça qu'on réclame maintenant. Impossible d'avoir tout et tout, elle dit que est notre verbe. La fois dernière, elle nous a dit que non, si vous voulez aller, FPT va me condamner et puis mon mari ne sera plus ministre. Il y a une femme qui lui a dit non, madame, ne dis pas ça. Mon Dieu. Ben oui. Le RPG va me condamner, mon mari ne sera plus ministre. Est-ce que votre mouvement, est-ce que votre association a un nom, votre mouvement? Notre groupement, oui. C'est qu'ici, Pharmaya. Voilà, merci beaucoup à madame Kourouma en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. Et bon courage, on espère en tout cas qu'il y aura l'issue avec cette affaire. Merci beaucoup. À très bientôt madame Tewa Kourouma. Au revoir. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Les grandes gueules.
sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, GG au 8037 de numéro de téléphone pour nous envoyer des SMS en direct ce matin chez les GG. Moussa Moïse. Vous voyez, Lamine, comment est-ce qu'on fabrique les ministres dans notre pays? Soit vous avez un bras long au niveau de la presse, on essaye de vous encenser chaque matin, ou bien vous êtes très actif au sein de ces mouvements démagogiques. Vous chantez le soleil, la lune, tout ça aux couleurs du professeur Alpha Condé. Et vous faites de telle sorte que cela soit vu partout, sur tous les écrans. Eh bien, peut-être que vous aurez la chance que votre mari, avec l'apport bien entendu des marabouts à côté, puisse un jour avoir son nom dans un décret. Je pense que c'est assez grave. C'est pourquoi vous avez des ministres à des postes qui ne foutent rien du tout. Je le dis clairement, qui ne foutent rien parce qu'ils ne savent même pas pourquoi est-ce qu'ils sont là. On a entendu des ministres dire dans notre pays, ben on m'a mis quelque part où vraiment je ne connais rien ici. Il faut qu'on m'amène ailleurs. Si comme il s'agissait d'un jeu de chaises musicales, on n'a pas vraiment d'objectif. On tourne en rond et on n'essaye même pas de comprendre que tout ce que nous devons faire, si réellement il s'agissait de défendre les idéaux du professeur Alpha Condé, c'est réellement de travailler à ce que le développement soit une réalité. Mais ils ne le font pas. Ce qu'on cherche à faire, c'est de se remplir les poches parce qu'on se dit tôt ou tard, ben ça va changer, il faudrait que ça trouve que j'ai au moins bien thésaurisé. C'est assez grave, c'est pitoyable pour notre pays. Ces dames, je me demande comment est-ce qu'elles vont faire, quelle explication elles vont donner aux autres femmes qui leur ont fait confiance, parce qu'il s'agit de cela. Elles ont regroupé des femmes derrière elles. En prenant un peu d'argent. Mais c'est comme ça qu'on fabrique les ministres chez nous. C'est pas possible. Et c'est pourquoi lorsqu'on menace de faire sauter un ministre, il y a toute une communauté qui vient derrière. C'est bizarre, c'est pas possible dans le pays. On joue avec le feu. Vous imaginez que ces pauvres dames là rencontrent des femmes de responsables du pays et d'ailleurs on leur dit non mais donnez-nous votre argent parce que le professeur Alpha Condé a mis de l'argent en banque, on va développer caution, on va développer. C'est de l'escroquerie, c'est de l'arnaque. Je vais dire à ces femmes-là aujourd'hui d'aller rendre l'argent des pauvres femmes. Parce que, écoutez, le témoignage, il est très poignant. Je ne suis pas en train de dire que les faits sont exacts. Mais si c'est le cas, c'est irresponsable. Allez leur rendre leur argent. Parce que quand vous allez les voir, elles vont continuer leur combat et ce sera une très mauvaise image. Maintenant que vous le faites parce que le RPG va vous condamner si on en parle, eh ben on en a parlé. Et je veux bien savoir la réaction que va prendre le président de la République vis-à-vis de cette situation parce que c'est avéré, c'est grave. Parce qu'il y a des gens qui se promènent à son nom à l'intérieur du pays, à Conakry, dans les bureaux, pour aller soustraire de l'argent à des pauvres personnes. Le cas de Badam est encore suspendu. Si ce cas des femmes-là vient s'augmenter à cela, en plus des problèmes que nous connaissons dans ce pays-là, je pense qu'on va tous prendre notre jambe à nos coups. Bien, allez, on revient dans un instant. Toute l'équipe des GG, c'est dans moins de 10 minutes. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité.